Donc, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à l'atelier intitulé Adopter de meilleures habitudes technologiques. Avant d'entrer dans le vif du sujet, prenons un moment pour reconnaître les territoires sur lesquels nous nous réunissons aujourd'hui. Bien que cette rencontre se tienne en mode virtuel, elle nous rassemble sur des terres ancestrales autochtones. La province de l'Ontario est couverte par 46 traités et ententes qui témoignent de la présence continue et vivante des Premières Nations, des Métis et des Inuits. Pour ma part, je vis à Ottawa, le territoire traditionnel non cédé de la nation algonquine Anishinabek. Je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance à habiter et de travailler sur ces terres. J'aimerais également réaffirmer mon engagement à bâtir des relations respectueuses, durables et significatives avec les communautés autochtones. Donc, je me présente, je suis Esberte Élisée, je suis agente aux communications chez Parents Partenaires en Éducation. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas ou qui découvrent PPE pour la première fois, donc nous sommes un réseau provincial des parents francophones de l'Ontario. Donc nous collaborons avec les 12 conseils scolaires francophones ainsi que le consortium Centre Jules Léger pour éclairer, accompagner et outiller les parents dans leur rôle de premier éducateur. Donc ce projet d'atelier est vraiment une collaboration avec le Conseil scolaire catholique Providence que je tiens à remercier pour leur engagement envers les familles. Et ces ateliers euh, sont proposés dans le cadre d'un projet Parents informés, jeunes épanouis, comprendre et prévenir les dépendances modernes. Donc, ce projet est vraiment essentiel car les dépendances modernes, qu'il s'agisse de la technologie, le vapotage ou encore d'autres comportements à risque, font partie du quotidien de nos jeunes. Et en tant que parent, il est primordial d'être bien informé et outillé pour pouvoir jouer ce rôle de premier éducateur. Donc, le temps d'écran figure comme l'une des préoccupations des parents et même des jeunes, parce que près de la moitié reconnaissent passer trop de temps sur leur téléphone. J'avoue que je suis aussi coupable. Donc, dans un monde où la technologie fait partie intégrante de notre quotidien, comment pouvons-nous, en famille, adopter de bonnes habitudes numériques plus saines? Donc, ce soir, vous allez vraiment découvrir des pistes concrètes avec Marc-Alexandre Marc-Alexandre Ladouceur, qui est un spécialiste en éducation aux médias. Il développe des ressources éducatives pour les parents, les éducateurs et les élèves, tout en représentant Abilo Média auprès de divers partenaires à travers le Canada. Il détient une maîtrise en théologie ainsi que deux baccalauréats en éducation et en théologie. Il a une riche expérience en enseignement et en animation scolaire en Ontario et en Alberta. Donc, il croit profondément en l'importance d'une littératie numérique inclusive et accessible pour accompagner chacun et chacune dans ce monde technologique en constante évolution. Mais avant de lui céder la parole, donc, j'invite Michelle Bloomfield, directrice des services en éducation au Conseil scolaire catholique Providence, à vous adresser quelques mots. Donc, bonsoir. Évidemment, je suis Michelle Bloomfield. J'ai le dossier des codes sécuritaires et donc, tout justement, la technologie tombe sous ce volet-là. J'aimerais commencer la soirée avec une petite prière. Donc, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. L'espérance est notre vocation, Seigneur, et la destination de notre parcours de pèlerin. Alors que nous célébrons ce jubilé de l'espérance, garde nos yeux fixés sur Jésus et sur l'espérance qu'il nous révèle, car notre espoir est en toi, ô Dieu, par Jésus, notre compagnon de route et notre ami. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc, au nom du Conseil scolaire catholique Providence, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à cet atelier portant sur les meilleures habitudes technologiques. C'est organisé en collaboration avec Parents partenaires en éducation. Donc, j'apprécie tellement que vous avez pris le temps d'être parmi nous ce soir. Puis, nous souhaitons que cet atelier puisse vous appuyer en tant que parent. Si jamais vous avez des suggestions d'ateliers ou des ressources que vous sentirez seraient utiles, n'hésitez surtout pas à nous le faire savoir. Donc, sans plus tarder, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que Marc-Alexandre Ladouceur a pour nous ce soir, parce que j'entends que des excellentes éloges à son égard au niveau des stratégies qu'il va nous fournir. Donc, Marc, la parole est à vous. Vous savez, j'ai vraiment pensé
un instant que j'allais juste me mettre à parler pendant que j'étais en mode sourdine et ensuite quelqu'un allait m'alerter du fait et j'allais dire que, ah, pardon, j'essayais d'éliminer les bruits de fond, telles les instructions en début. Et puis, tout ça dans le but de faire rire un peu parce qu'on allait partir la présentation. On lui dit tout le temps que c'est bon d'utiliser un peu d'humour. Le problème, comme vous l'entendez, c'est que quand on n'est pas très drôle, c'est pas facile d'utiliser de l'humour. Mais heureusement pour vous, je suis pas juste là pour faire du stand-up. On est là en fait pour parler des meilleures habitudes dans l'utilisation de nos appareils technologiques, de nos médias, de tout ce qui est du monde numérique. Alors, je vais partager mon écran dans un instant. Ah, pardon. Si on peut me donner, s'il vous plaît, des droits d'animateur, je vais partager mon écran dans un instant. Entre-temps, je vais en profiter, comme la caméra est maintenant ciblée sur moi, pour parler un petit peu de ce qu'on entend par les meilleures habitudes. Parce que, comme on l'a bien entendu dans l'introduction, les jeunes sont au courant du fait qu'ils sont euh, qu'ils passent beaucoup de temps sur leur téléphone. En fait, les adultes aussi le dirions-nous. Et pourtant, à quel point sommes-nous vraiment conscients? Je propose toujours cette activité sur les téléphones, surtout les iPhones. Maintenant, c'est possible avec juste l'écran d'attente d'aller vérifier son temps d'écran pour la journée. Et avant de regarder, je dis, OK, estimez combien de temps que vous avez passé sur votre écran aujourd'hui. Et bon, OK, je vais me donner toutes sortes d'excuses avant de commencer. Mon boulot fait en sorte que je dois passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux pour aller chercher des exemples et trouver des exemples pertinents, surtout en français, ce qui n'est pas toujours facile parce que on veut trouver, comme j'ai dit, des exemples pertinents. On voudrait que ce soit culturellement aussi important. Donc, qu'est-ce que je fais? OK, bon, ça prend du temps. Ah, ben, il y a aussi le fait que je fais aller me divertir et j'écoute mes balados sur mon téléphone pendant que je fais des tâches. Encore, OK, il y a sûrement du temps là aussi. Je vais me donner encore des excuses. Ben, il y a les photos que je prends ou le fait que j'envoie de la messagerie, j'ai de la famille partout quand même. Avec toutes ces excuses, je vais dire, OK, ben, c'est quoi, un gros montant. Je vais me donner un gros montant. Disons que probablement qu'avec le travail, je passe peut-être 5 heures par jour de temps d'écran sur mon téléphone. Et si je vérifie, là, je vous avoue que je l'ai désactivé, mais si je vérifie, et j'ai déjà fait l'exercice, c'est plus proche de 7 heures. On a tendance, même quand on se donne toutes les permissions, à sous-estimer le temps qu'on passe sur, parce que il y a tellement d'aspects de nos vies qui sont reliés à l'appareil et à une sorte de consommation un peu passive. Et le début des bonnes habitudes technologiques que je vais maintenant partager avec vous à mon écran, c'est de passer des habitudes passives à des habitudes de consommation active. Qu'est-ce que ça veut dire? On va rentrer là-dedans au fur et à mesure que je présente. C'est une présentation aussi qui donne beaucoup d'éléments essentiels, ce qui veut dire que ça va me faire plaisir de répondre à toutes sortes de questions qu'on pourrait avoir à son sujet. Je vais aussi adresser du vocabulaire que je trouve que nous trouvons chez Bilomédia potentiellement problématique lorsqu'on parle des habitudes technologiques. Si jamais vous trouvez que c'est peut-être heurtant, j'essaierai quand même d'avoir beaucoup de tact, mais je vous en prie de partager ça aussi parce que ça peut faire partie du processus de comment on comprend notre utilisation technologique et notre bien-être, mais aussi nos propres compétences technologiques. Cela étant dit, je le dis avec un sourire, je le dis avec beaucoup de compréhension et j'espère que c'est toujours avec un dialogue ouvert. Finalement, je vais juste faire référence à la prière que nous avons entendue parce que le mot espérance y figure de façon tellement prominente et il faut le dire dans toutes sortes de promesses que nous entendons au travers tout ce qui est le message évangélique. Il faut reconnaître à quelque part que c'est sur des interactions entre nous et les autres tout le temps. Et si donc on peut parler d'un lien entre la prière et ce que nous présenterons ce soir, c'est ce niveau interpersonnel-là qui vient relier tant de nos activités et des fois les difficultés qu'on a à les reconnaître l'humanité de l'autre personne ou encore en vocabulaire beaucoup plus théologique, le Christ chez l'autre personne avec qui nous interagissons en ligne.
Ça ne fera pas partie directement de la présentation de ce soir. Bibliomédia n'est pas un groupe de formation de littératie numérique religieuse, mais j'encourage quand même à amener ça à la réflexion. OK. En parlant de qui est Bibliomédia, on est un organisme qui existe depuis 1996. On a toujours travaillé sur la littératie numérique, excusez-moi, la littératie médiatique, c'est-à-dire de comprendre qu'est-ce qui venait vers nous en tant qu'information lorsqu'on consommait des médias, que ce soit la télévision, les médias traditionnels, hein, la télévision, le journal quotidien, les magazines, etc. Mais de plus en plus, au fur et à mesure que le temps avançait, on reconnaît que la nature des médias qu'on consomme a changé énormément. Et dans le monde numérique, nous ne sommes plus que des consommateurs, mais aussi des créateurs, des remixeurs, des participants directs aux informations qui circulent en ligne, faisant en sorte qu'on a une responsabilité à quelque part, nous chez Bilomédia, d'enseigner et j'espère chez ceux qui entendent le message aussi de participer de façon critique, efficace et responsable pour avoir accès, pour faire une bonne utilisation et avoir une bonne compréhension des médias de tous les genres. C'est correct. On vous demande pas de devenir des experts juste parce qu'on a participé à la présentation de ce soir. Mais les bonnes habitudes qui font partie de ce développement-là, c'est le raisonnement critique qui vient dans l'utilisation active. Et ça, c'est assez facile de changer comme habitude. Ces questions, plutôt que de regarder et de ben, j'essaie de trouver un synonyme au mot de passivité parce que je m'en suis servi à plusieurs reprises maintenant. Ben bon, de visionner, si on veut, sur notre appareil et se laisser distraire, que au lieu de tomber dans ce panneau-là, on est toujours en train de s'engager auprès des médias que nous consommons. Je pourrais partager beaucoup par rapport à nos partenaires, mais reste que nos recherches que nous faisons chez Abilo Média, directement avec les jeunes depuis l'an 2000, dans Jeunes Canadiens dans un monde branché, a aussi eu lieu à donner la voix à plusieurs jeunes par rapport à leur utilisation de la technologie. Les autres partenaires donnent aussi la chance de développer toutes sortes de ressources pour un public pan-canadien. On a toutes sortes de ressources sur le site web. C'est probablement, d'après moi, notre ressource la moins utilisée, c'est notre site web en somme. Et après ça, on peut tomber sur toutes sortes d'autres matériels, mais je le recommande, abilomedia.ca, mediasmarts.ca. On peut trouver des ressources sur la sécurité en ligne, le bien-être numérique, les contrôles parentaux, la mésinformation, la haine en ligne, etc. Il y en a tellement, vous avez juste à aller circuler dans la section parents. Évidemment, toutes les présentations que nous faisons, c'est vraiment avec le but de venir informer un public et de faire de nous des consommateurs avertis, critiques et créatifs. C'est pas notre seule présentation, il y en a toutes sortes dans les tutoriels. Si jamais il y a des sujets qui peuvent intéresser, soit à la maison ou à l'école, on peut toujours contacter Bibliomédia pour en savoir plus. OK. Pourquoi parler des bonnes habitudes? Bon, moi, je sais, c'est le titre de ma diapositive. J'ai pas besoin de le répéter. Vous pouvez lire bien plus rapidement que je puis parler, malgré mon débit. Mais on veut parler des habitudes. Spécifiquement parce que je ne veux pas parler du vocabulaire de consommation problématique qu'on entend beaucoup dernièrement. Or, la première affaire que je vais dire, c'est que je veux décourager l'utilisation du mot addiction lorsque nous parlons de l'utilisation de nos appareils. Je vous ai dit que je passe beaucoup de temps sur mon appareil, et c'est absolument vrai, probablement même plus dont je suis conscient. Mais ça ne veut pas dire que je suis addicté à mon appareil. En fait, quand on parle d'addiction, il y a deux problèmes en partant avec le mot. Un, il n'y a aucune preuve. Tout simplement. J'ai dernièrement eu la chance, en fait, d'avoir un entretien avec une journaliste scientifique qui avait parlé du fait que la dopamine n'est pas source d'addiction, mais tout simplement un effet dans le corps. Donc, toute cette question d'addiction à la dopamine, à nos appareils, elle est scientifiquement fausse. Mais deuxièmement, quand on parle d'addiction,
Les jeunes sont portés à le voir comme un terme fataliste, faisant en sorte qu'ils vont se dire, bon, eh bien, tant qu'à être dicté, ça y est, je suis fait, je suis foutu, mais je vais m'en servir encore plus dans ce cas-là, parce qu'il n'y a aucune solution. Le problème avec le mot addiction, c'est que les solutions sont beaucoup moins évidentes qu'avec le mot habitude. En plus du fait que le mot addiction n'est pas tout à fait vocabulaire efficace. Reste aussi que ça sort d'un certain milieu de recherche où la recherche a été plutôt piètre. Je pense en particulier à ce fameux livre qui a fait fureur, The Anxious Generation, un livre qui, écoute, je vais te dire, il y a certaines parties de la thèse de l'auteur avec laquelle je suis d'accord. Mais sa méthodologie était tellement pauvre et ses de thèse n'était si peu tenue que le livre est devenu en fait source d'énormément d'alarmisme et beaucoup moins de, de recherche finalement. Ce qui fait que le mélange de vocabulaire d'addiction et d'alarmisme au sujet de l'utilisation des écrans chez les jeunes, on en vient à une intersection où on ne saurait pas nécessairement quoi faire. Je propose donc comme première solution de pouvoir parler d'habitudes technologiques. Quand même, on sait que l'addiction a affaire avec des substances et habituellement, le mot est relié à tous les méfaits de ces substances-là. Euh, besoin d'en développer beaucoup plus par rapport à ça, mais si on a des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Je vais plutôt parler de pourquoi on ne pourrait pas parler d'un téléphone comme une addiction. Parce que ce n'est pas juste de soi. Excusez-moi, il y a de la recherche qui va même suggérer que les jeunes qui seraient le plus vulnérables par rapport à ce qui va en ligne sont aussi ceux qui pourraient en retirer le plus grand bénéfice. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Si le gouffre augmente à chaque fois entre bénéfice et vulnérabilité, quelle est la solution? C'est là qu'on parle des bonnes habitudes technologiques, faisant en sorte qu'on peut esquiver les plus grands dangers, naviguer les plus grands risques et toujours s'orienter vers les plus grands bénéfices. Avec l'exception donc des très jeunes enfants en bas de 2 ans, où on dit que la réduction du temps d'écran ou le zéro temps d'écran est idéal pour les jeunes. On va parler vraiment des habitudes qui vont leur donner une expression de contrôle sur leurs applications et leurs appareils plutôt que d'être contrôlés par leurs applications et leurs appareils. Parlons de temps d'écran un petit peu. OK. Temps d'écran, c'est un gros mot qui encombre tant d'activités. Aujourd'hui, en passant, moi, je travaille sur un ordinateur ici avec 2 écrans aujourd'hui et j'ai mon téléphone de tout près quand je suis au travail. Est-ce que je devrais tripler mon temps d'écran quand que je suis au travail avec ces 3 appareils-là? Parce que temps d'écran, finalement, c'est une mesure. C'est juste une mesure de combien de temps je passe sur un écran. Donc, si je passe du temps sur 3 écrans, normalement, je devrais compter 3 fois plus. Mais c'est pas vraiment de ça qu'on parle quand on parle de temps d'écran, n'est-ce pas? En fait, ce qu'on discute, c'est l'activité de substitution. On a peur que les activités à l'écran prennent du temps, en fait, enlèvent le temps ou se substituent du temps qu'on pourrait, au lieu d'être en train de passer avec des amis, en famille, ou à faire de l'exercice, ou à avoir suffisamment de sommeil. Et c'est là que je peux dire que je suis d'accord avec avec certaines des thèses, parce que c'est vrai. Si on ne s'en sert pas comme il faut, il peut y avoir de l'interférence entre ces activités-là à cause du temps d'écran. Je suis complètement d'accord. C'est pour ça que c'est important de penser aussi peu de temps d'écran que possible pour les enfants en bas de 2 ans, parce qu'ils ont tant besoin de toutes ces activités-là qu'il n'y a rien qui peut vraiment substituer. Pour les plus jeunes, on ne veut pas penser au temps d'écran en tant qu'une seule activité. On veut plutôt être capable de penser à qu'est-ce qui se fait substituer, puis peut-être même trouver des occasions de marier ce qu'on pense être substitué avec des activités qui se marient à l'écran.
Je veux dire, pourquoi pas télécharger une application qui reconnaît on dit pas les cris d'oiseaux, les chants d'oiseaux. Les cris d'oiseaux, c'est peut-être pour certains, mais les chants d'oiseaux, ensuite aller se promener peut-être, écouter et essayer de repérer quel animal on entend. C'est super le fun, ça nous permet d'aller prendre de l'air et aussi de faire une activité éducative tout en tirant bénéfice de l'application. Ça crée une bonne habitude. Est-ce que ce temps d'écran-là pourrait aussi nous aider à apprendre quelque chose? Est-ce que c'est peut-être une émission excusez-moi, un balado peut-être sur les dinosaures ou l'histoire? Moi, je sais en particulier, mon jeune adore une émission du Smithsonian qui parle beaucoup des dieux et des déesses grecques hellénistes. Et puis, il capote, vraiment. Et il absorbe l'information au point où bon, je faisais jouer la musique d'une comédie musicale qui fait référence à l'histoire d'Orphée. Et puis il me dit, ah, je connais cette histoire-là, mais c'est pas ça qui se passe. Nous autres, dans l'histoire qu'on a entendue, et bon, ils se mettent à corriger la comédie musicale. Euh, J'avais trouvé ça génial. Et puis évidemment, on pose des questions, on essaie d'interagir avec le matériel, on demande où est-ce qu'on a entendu, qu'est-ce qui nous fait penser à ça. On peut aussi se demander, est-ce qu'ils sont en train de créer quelque chose? Ils ont peut-être appris à jouer de la guitare avec la dernière application. Maintenant, est-ce qu'ils sont en train de créer une vidéo pour démontrer leur habileté ou encore les techniques qu'ils utilisent? Est-ce qu'ils sont en train de socialiser de façon significative avec des amis ou des membres de la famille? On est porté à penser. C'était un gros soupir, je m'excuse. C'était un gros soupir parce que j'étais très, très excité en parlant du sujet, puis je me retrouvais à bout de souffle. Pas parce que j'étais découragé avec la matière qu'on discutait. Non, quand je parle de socialisation ici, ça peut être un petit peu différent de ce qu'on pourrait comprendre, dans le sens que j'ai entendu assez souvent que les téléphones, bon, sont des outils antisociaux que les jeunes deviennent de moins en moins sociaux parce qu'ils passent plus de temps sur leur téléphone. Donc, je parle bien d'activités de socialisation significatives. Et qu'est-ce que j'entends par là? C'est très important. Les jeunes se servent des différentes applications de réseaux sociaux, d'après nos recherches, je ne parle pas juste dans l'air, pour aller explorer différentes identités via différents réseaux. En fait, c'est super parce qu'à quelque part, ils explorent leur identité en tant que enfant, en embarquant sur Facebook et en étant en lien avec la famille. Ils explorent leur identité peut-être en tant que créatrice, créateur, en allant sur TikTok et en créant des vidéos de danse. Peut-être, bon, c'est plus vraiment des vidéos de danse qui sont populaires, là. Mon exemple est très, très daté, je m'excuse. Mais toutes sortes de créations sont quand même possibles. Ils vont encore peut-être vouloir explorer des identités de mode ou de dessin ou je ne sais pas trop quoi en partageant des photos sur d'autres applications. Ce qui fait en sorte que ils ont vraiment l'occasion de créer et de discuter de leur création. Et souvent, en fait, la messagerie de plus en plus devient le moyen primaire de communication avec leurs différents milieux sociaux, plus encore que juste une messagerie centralisée. Fait que, tu sais, de recevoir un texto, c'est très, c'est millénaire et plus vieux. Autrement, on est vraiment maintenant rendu sur les messageries de différentes applications pour être capable de cerner les différentes conversations. Tandis que les médias sociaux peuvent offrir des expériences positives, ils pourraient aussi offrir des expériences plus négatives. S'il y a de la socialisation, il y a les mêmes risques que la socialisation qui existent en dehors des réseaux sociaux, tels la cyberintimidation et l'intimidation, ou de tomber, et ça c'est, je pense, aussi une question qu'on se pose, sur du contenu extrême ou extrémisant. Qui, en passant, ça peut être alarmant, mais n'est pas en fait le trouble le plus commun. Le plus commun, le trouble ou le méfait le plus commun qu'on trouve en ligne, c'est le piège de la comparaison. De voir ce qui se passe, de se comparer à des autres et de développer une image de soi négative ou au moins inférieure. Quand on se compare quand même à la vie des autres sur les réseaux sociaux, qui a été filtré, qui a été encadré pour apparaître aussi je veux dire bien que possible, mais c'est même le mot n'est même pas bien, mais acceptable selon certaines appellations sociales. Ben,
on pourrait être porté à croire que ces gens-là sont plus heureux que nous. En fait, on pourrait penser à nos propres réseaux sociaux et les personnes avec qui on discute. Peut-être que je les connais en dehors de mes interactions en ligne et que je peux comparer. Est-ce qu'ils sont toujours en vacances? Est-ce qu'ils sont toujours en train de montrer leurs pieds sur la plage? Est-ce que c'est ça qu'ils font le mercredi à la maison quand ils se réveillent le matin? Ou est-ce qu'ils ont toute une vie différente ou plus ample que ce qui est présenté sur leur réseau? OK. Je veux pas non plus parler, parce que j'ai parlé des bienfaits, des méfaits de la technologie, et on est peut-être porté à penser que je vais maintenant me rendre vers le fait que c'est juste un outil comme n'importe quel autre et ça n'a pas de valeur en dehors de ça. Mais c'est faux. Les réseaux sociaux ne sont pas nécessairement bons, ils ne sont pas nécessairement mauvais, mais ce qu'ils ne sont définitivement pas, c'est neutre. Ils ont été créés pour attirer notre attention, pour qu'on passe plus de temps et qu'on y revienne souvent. C'est ce qu'on appelle en anglais le sticky design, que j'aime beaucoup, mais oui, je l'ai en français aussi ici à l'écran, le design accrocheur. Malheureusement, ce qui fait en sorte qu'une application ait un design accrocheur, c'est la même raison qu'on en retire des bienfaits. D'une certaine façon, c'est très bien programmé pour le fait que ça attire notre attention, ce qui est bon pour la compagnie, et que ça peut quand même nous permettre d'explorer nos identités, de trouver du divertissement et de s'exprimer soi-même. La bonne nouvelle, par exemple, c'est que bien que ça ait l'air d'un paquet gagnant-gagnant, mais qu'on sait que de passer trop de temps, c'est une inquiétude pour autant les jeunes que les adultes, la recherche nous a montré que si on leur enseigne les astuces de design accrocheur, comme par exemple comment que Snapchat font des streaks, des diffusions en continu, ou que TikTok offre une page pour toi, de comprendre comment c'est un design accrocheur et pourquoi que ça attire leur attention, leur permet de prendre le contrôle de leur expérience en ligne. Et c'est pas comme un éventuel, ça arrive très vite. Chez les ados, par exemple, on parle de manipulation parce que c'est effectivement ce qui se passe. Les ados détestent être manipulés. Chez les plus jeunes, on leur montre simplement ce que c'est et ils commencent à le repérer eux-mêmes et ils décident ensuite ce qu'ils veulent faire. Et même, moi, mon préféré, c'est quand mon jeune me dit, Ah, je reconnais une publicité comme ça. Tu sais, papa, c'est dommage. J'aime beaucoup ce que la publicité me montre, mais j'aime pas que c'est une publicité. Et c'est une belle conversation à avoir. En fait, il y a beaucoup de recherches qui vont démontrer que la plupart des jeunes préfèrent agir à contre-courant du design accrocheur afin de prendre le contrôle de leur consommation numérique. OK. On a parlé en début de présentation, dans les introductions, que j'allais vous offrir des astuces matérielles. On en est rendu à ce point-là. Alors, je vais vous dire ce qu'on peut faire spécifiquement pour développer des meilleures habitudes techno. D'abord, il faut se rappeler que ce qu'on fait, c'est probablement encore plus important que ce qu'on dit. Tantôt, quand je faisais semblant d'être distrait par mon téléphone parce que je voulais donner l'exemple de la façon qu'on se laissait distraire par nos appareils. Il y en a peut-être qui ont ressenti, même sachant que c'était faux ce que je faisais, que c'était un montage, même sachant ça, il y en a peut-être qui ont ressenti un sentiment d'insulte. Qu'est-ce qu'il fait, celui-là? Il est là pour nous parler ce soir. Comment ça se fait qu'il se laisse distraire, même si je sais que c'est pas vrai? C'est peut-être que, je sais pas moi, ça pourrait manquer de professionnalisme ou mais en réalité, tout ça, c'est parce que nos valeurs ont été affectées par ce qu'on a vu. Et c'est la même affaire avec les jeunes. Nos jeunes veulent que nos bottines suivent nos babines, comme le dit l'expression. On veut être capable d'être authentique avec nos règles à la maison, avec nos habitudes, de façon à laisser transparaître l'importance de ces valeurs familiales-là. Par exemple,
Est-ce qu'on s'est déjà fait prendre? Moi, j'aime tellement l'expression. Il faut que je trouve une expression en français qui est beaucoup qui est tout aussi adéquate, pardon. On a dit en anglais phone loop, donc un circuit en continu au téléphone. Vous voyez comment c'est comme bizarre à dire en français, où on embarque sur le téléphone pour aller faire, je sais pas moi, une vérification de la météo et que 15, 20, 25 minutes plus tard, on réalise qu'on s'est laissé distraire par toutes les autres applications ou toutes les autres activités ou n'importe quoi d'autre. Ah, je vais juste aller vérifier ma messagerie. Il faudrait que j'aille voir mes courriels. Je me demande qu'est-ce qui se passe dans la vie d'un tel, d'une telle. Mais finalement, c'est très intéressant. Ça, je voudrais voir qu'est-ce qui continue à en défiler. Hey, t'as pas vu la vidéo qui me fait tellement rire? Ah, 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 ah. Puis c'est là que tu réalises qu'il y a des gens autour de toi avec qui tu veux partager. Et puis, ça fait 15 minutes bon, qu'on s'est laissé prendre. C'est normal. Mais c'est assez vite aussi. Oui, l'intentionnalité, c'est quelque chose à faire. Donc, on peut commencer tout simplement en disant, je vais vérifier la météo et je ne fais que vérifier la météo. En fait, c'est un super bon point de départ. Mais on peut aller encore plus loin. On peut se mettre un chrono pour nous dire à quel moment on peut avoir fini notre activité. Donc, la météo, ça prend combien de temps à vérifier? 5, 10. Si on est en train de penser en minutes, on est probablement dans le mauvais courant. Mais disons 10 secondes, 30 secondes. Donnons-nous une minute au complet, juste parce qu'on va aller voir aussi c'est quoi le point de condensation, peut-être la pression aussi météorologique pour savoir si je vais avoir mal à la tête aujourd'hui, est-ce qu'il va faire soleil. OK, une minute au complet. Donc, je peux mettre un chrono sur mon téléphone en embarquant pour dire, OK, je le nomme météo, et puis bon, tac, j'embarque, je vais vérifier la météo. Lorsqu'il sonne, sans exception, même si c'est très, très tentant, je dépose mon téléphone. Bon, je dis sans exception. On s'entend que si vous recevez un appel, veut pas, on raccroche pas nécessairement pour dire, oh, excuse, je vérifiais la météo, à plus tard. C'est... On peut considérer les différents éléments quand même. Avec le chrono, c'est bon parce qu'on a une activité pendant. C'est ce qu'on appelle une activité au courant qui dirige notre attention au courant. On avait aussi une activité pré qui dirigeait notre attention avant l'activité. Donc, si on a l'avant, le pendant, ce qui nous reste, c'est les après. On veut avoir un plan, quoi faire, aussitôt qu'on a fini de vérifier la météo. Donc, si je me dis, OK, je veux voir s'il va mouiller ou s'il va faire soleil aujourd'hui, parfait. Aussitôt que mon alarme sonne, je vais aller chercher la crème solaire ou le parapluie. Je me prépare pour agir d'après les informations que j'ai reçues. Puis ça, en fait, c'est une bonne habitude en général. Oui, super bonne avec la technologie, mais aussi une très bonne habitude pour décider d'agir et de se faire un plan d'après les informations qu'on a été recueillies. Ça nous aide à éviter les moments entre-temps où tu sais, le pouce est là puis il dit, OK, j'ai annulé, mais je veux vraiment aller voir quand même. Donc, OK, non, il faut que j'aille chercher ma crème solaire, mon parapluie en premier. Si on a oublié, ben, on peut toujours aller chercher les deux. Une autre façon d'éviter de passer trop de temps, c'est d'ajouter ce qu'on appelle de la friction ou des obstacles au téléphone ou à l'expérience téléphonique. Donc, le plus simple, c'est de changer de façon régulière la méthode ou le mot de passe sur notre écran d'accueil euh, pour, euh, euh, pour avoir un nouveau mot de passe à mettre à chaque fois, faisant en sorte qu'on doit hésiter un petit peu et ça ralentit un petit peu notre automatisme lorsqu'on embarque sur notre téléphone. Ou si on se sent vraiment comme il y a des applications sur lesquelles on va se rendre de façon automatique, peu importe, vraiment, vraiment, là, mettez ce verrouillage-là, reliez-le à l'application directement. Ça, c'est fou à quel point juste un moment de résistance et de vérification des informations nous permet de déterminer si on est vraiment en train de faire ce qu'on pense, ce qu'on veut faire. Euh, En fait, vous savez ce qui peut marcher quand on vient juste de commencer? On peut changer les couleurs au gris au lieu du mode de couleur sur le téléphone. C'est pas aussi facile d'aller regarder des photos et d'aller visionner des vidéos quand tout est en gris et un petit peu terne et difficile à voir lorsqu'on sait que les couleurs vives font partie de l'attrait de l'utilisation des applications. Ça se peut aussi qu'on ait des activités qui n'ont pas vraiment
de fins naturelles, comme les réseaux sociaux, ou comme un jeu qui n'a pas nécessairement de niveau, mais qui sert juste à l'exploration. Ce qu'on peut faire, c'est de se mettre la minuterie à nouveau. Même si on n'arrête pas au moment où la minuterie sonne, on sait que ça peut être illuminateur de faire sonner la minuterie. Je vous ai parlé tantôt du merveilleux temps d'écran dont on ne sait pas combien de temps qu'on a nécessairement passé en ligne. Eh bien, la minuterie, ça vient nous préciser exactement combien de temps. Donc, si je me dis, OK, j'ai vraiment envie de me laisser divertir, j'ai une grosse journée, puis c'est vrai, j'adore me servir de mon téléphone comme divertissement. Je trouve que c'est une super bonne façon de me changer les idées de temps en temps. Mais sur une période de temps, avec une minuterie de 15 minutes, je me retrouve pas surpris d'en passer 25. Ou encore, même si j'en passe 25, je vais savoir que j'ai fait, OK, 15 une fois, 10 la prochaine fois, j'ai fini, je passe à autre chose. Je suis en train de penser, pardon, je me faisais rigoler un petit peu. J'ai un jeu que j'aime beaucoup jouer avec des amis en ligne. Et puis, euh, mon épouse va passer de temps en temps juste en arrière-plan. Et je sais que quand j'entends ses pas, ah, ça fait un petit peu plus longtemps que j'avais passé en jeu que je le croyais. Donc, c'est probablement un bon signe pour dire que c'est le temps de changer d'activité. L'autre affaire qu'on veut faire, c'est attention aux notifications. En fait, on veut faire attention aux notifications. Les recherches ont démontré que de les éteindre complètement a un résultat contraire à souvent l'intention qu'on a en les éteignant. Si on est habitué de recevoir des alertes sur notre téléphone pour nous dire qu'il y a eu un nouveau message, une nouvelle opportunité ou quoi que ce soit, euh, bon, on était un petit peu formé pour les voir et c'est correct, on peut embarquer, aller passer un certain montant de temps pour aller voir ce qui se passe et ensuite débarquer. Mais si on a été habitué à ça et qu'on les éteint soudainement, et vous me voyez peut-être revenir, le sentiment anxieux peut augmenter pour le fait de ne pas recevoir d'alerte parce qu'on est probablement en train de manquer quelque chose qui aurait autrement été annoncé par l'alerte. Et je sais que ça a l'air un petit peu à contre-courant, mais c'est effectivement ce qu'on a trouvé parce qu'on se dit qu'il y a sûrement quelque chose à aller voir et il faut donc aller voir parce que maintenant je n'ai plus de façon de savoir s'il y a quelque chose qui se passe. Donc, au lieu de les éteindre complètement, on peut en fait se désigner un horaire de vérification. Si je sais que je vérifie mon téléphone à tous les jours, à 10 heures, midi, 14 heures, et avec les jeunes, même affaire, et je vais me former là aussi à savoir qu'il va y avoir probablement des notifications. Peut-être que non, mais que je n'ai pas besoin de m'inquiéter avant cette heure-là parce que c'est l'heure que je m'étais désignée comme horaire pour aller vérifier. Et ça fonctionne aussi très bien avec les jeunes. On peut aussi créer un horaire pour les activités qui sont permises et pas permises à certains temps. Excusez, un horaire, mais aussi quasiment une carte pour la maison. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'exemple de la salle à dîner. Quand c'est l'heure du repas, les téléphones restent dans une autre pièce. C'est un super bon temps pour aller les charger, au cas où que les batteries sont faibles, dans une autre pièce. Et pendant l'heure du repas, il n'y a personne qui regarde son téléphone parce que c'est une activité qui serait carrément pas permise parce qu'on veut mettre la majorité de notre attention sur l'interaction interpersonnelle à ce moment-là. La chambre à coucher, c'est l'autre pièce parce qu'on sait que les téléphones vont venir affecter le sommeil, pas juste vraiment par la lumière bleue qui, oui, peut affecter, mais elle est vraiment secondaire. C'est vraiment le fait de vérifier son téléphone à chaque fois qu'on se réveille pour voir si on a manqué quelque chose, pour ne pas être exclu du groupe social, etc. C'est cette crainte-là qui vient beaucoup plus déranger le sommeil des jeunes que la fameuse lumière bleue, mais c'est correct parce que si on ne met pas d'appareil dans la chambre à coucher, on n'a pas la chance d'aller le vérifier. Mais il y a aussi une troisième pièce dans la maison où je dis que il ne faut pas amener notre téléphone. Et je suis toujours curieux de savoir, je sais qu'on est en train d'enregistrer en ce moment, donc si vous voulez le mettre dans la boîte de clavardage, vous êtes les bienvenus. Je suis toujours curieux de savoir si on peut deviner c'est quoi cette fameuse troisième pièce dans laquelle on ne devrait jamais figurer de téléphone. Déjà de réponse, excellent. Personne qui a répondu. C'est exactement ça, la salle de toilette. Écoutez,
pour toutes les autres raisons que j'ai déjà mentionnées, ainsi que le fait de s'isoler dans la salle de toilette, qui peut, en généralement, les comportements, ce qu'on peut s'isoler, peuvent mener à d'autres comportements ou plus, où il y a des risques qui augmentent un peu plus. Euh, la salle de toilette, c'est aussi comme vraiment un gros manque hygiénique. Je peux pas penser je veux dire, tout ce qui se fait dans une salle de toilette finit par avoir des particules sur son téléphone. Non, c'est vraiment dégueulasse. Mais c'est aussi vraiment une bonne façon de continuer de créer ces habitudes-là. Il y a des recherches dernièrement qui ont démontré qu'une des raisons que les jeunes ont de la misère à se débrancher, c'est parce que, comme je l'ai mentionné tantôt, ils ne veulent pas se sentir comme ils manquent à leur dynamique sociale. Mais c'est drôle, hein, parce que la pression sociale est aussi là. Si tu as un jeune qui s'inquiète de ne pas voir les messages. Donc, un autre jeune va s'attendre à ce que les messages puissent aussi apparaître. Et c'est drôle, c'est que ça a quasiment été comme auto-créé cette tendance à vouloir faire la messagerie pendant la nuit. Mais de temps en temps, il faut vraiment être ce méchant parent. Et en passant, c'est un excellent rôle à jouer. Parce que s'ils ont peur de manquer à quelque chose pendant la nuit, mais qu'ils ont une excuse de dire que c'est leur Moses de parents qui ne leur ont pas permis, ils ont moins de chances d'être exclus de l'activité sociale en question parce que ce n'était pas leur choix, mais une obligation familiale, finalement. Vous comprenez? J'ai parlé tantôt du piège de la comparaison et il y a une façon qu'on peut quand même aider nos jeunes à éviter ce fameux piège-là et c'est en choisissant ce qui va paraître dans notre fil d'actualité. On peut mettre en sourdine ou cesser de suivre ou même bloquer ces publications qui créent un certain malaise par rapport à notre auto-identité. Donc, aussitôt que je vois quelque chose où ce que je me compare et je me sens moins bon, je le bloque, tout simplement. Et je peux le bloquer à chaque fois pour assurer que le réseau social en question, l'application en question, vont me le présenter de moins en moins souvent parce que ça ne m'intéresse pas. N'oublions pas, là, on se sert de cette fameuse programmation en notre faveur, parce que l'application veut qu'on s'en serve et veut qu'on passe plus de temps. Et si j'arrête pas de bloquer du matériel, ils vont penser que je ne veux pas passer du temps sur l'application. Or, ils vont me proposer du matériel que je préférerais voir. Et c'est là que je viens modifier mon algorithme en mettant des j'aime ou en suivant ou en insistant sur des vidéos, des images qui me crée un sentiment de bien-être. Donc, j'ai parlé tantôt d'art dans les réseaux sociaux. J'adore voir ce que les gens créent comme modèle artistique, surtout amateur. Donc, j'ai passé beaucoup de temps sur mon réseau social à suivre des gens qui font des créations artistiques et c'est merveilleux. J'en vois sur 90% des publications et je ne pourrais pas être plus heureux de ce que je vois. Je trouve ça vraiment beau. Quand j'allume mon VPN, c'est souvent pour le travail. Là, je vais voir les autres affaires que j'aime voir moins souvent. Mais voilà, c'est un petit peu ça que j'allais dire, c'est que je remarque le fait que ça fonctionne par le fait même que sur euh, deux identités différentes, je reçois des matériaux tellement différents selon ma consommation. Différentes applications vont vous permettre d'agir de différentes façons pour modifier ou pour entraîner votre algorithme. Que ce soit des j'aime ou des n'aime pas, que ce soit comme TikTok qui vous permet en fait d'éliminer complètement ce que les prédictions algorithmiques et vous laisser recommencer à neuf. Et là, après ça, vous pouvez passer à peu près 15 minutes à n'aimer que des vidéos, disons, de chats, comme j'ai ici à l'écran. Et ça fonctionne, je le sais, parce que c'est pas un exemple n'importe quoi. Notre directeur de l'éducation, Matthew Johnson, l'a mis ici parce qu'il l'a fait lui-même comme activité. Donc, TikTok, on élimine la progression algorithmique, on recommence à neuf et pendant 15 minutes, on ne fait qu'aimer des vidéos de chats. On veut aussi que les jeunes comprennent que c'est pas juste eux qui ressentent cette pression-là. Pendant qu'on est en développement, on a tendance à penser que oui, le monde tourne autour de nous, que la réalité tourne autour de nous, encore plus jeune. Mais même à ça, l'empathie, ça se développe quand même à un jeune âge, mais la compréhension que d'autres gens ont la même expérience, des fois, ça doit être enseigné explicitement.
Et en tant que parent, on a la chance de faire ça vraiment dans un modèle idéal parce qu'on peut, vous vous souvenez ce que je disais tantôt, les babines et les bottines, on peut se servir de nous-mêmes comme exemple. On peut se sentir, on peut expliquer qu'on ressent les mêmes pressions, de toujours vouloir être présent sur les réseaux sociaux pour offrir une image constamment à jour du meilleur de nous. Mais s'il fallait que nous publions de façon honnête par rapport à nos vies, autant les hauts que les bas, on pourrait voir comment que d'autres personnes se sentent par rapport à ça. Et on peut aussi encourager d'autres personnes à faire de même. En tant que parent, on veut toujours être en train de modeler des bonnes habitudes techno pour nos enfants. Ce qu'on fait avec nos applications, je le répète encore, ça doit être la quatrième fois, mais je vais continuer à insister, envoie un signal beaucoup plus important que ce que nous disons. Avec ça, ça va nous laisser le temps pour une période de questions si on a quelques inquiétudes de quoi que ce soit, ou sinon je peux toujours écouter. Si on a encore un sujet qu'on voudrait explorer un peu plus, ça me fait plaisir de plonger. Donc, je vais arrêter l'enregistrement. S'il y a des questions, comme vous pouvez les poser.